Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de géographie sur l'Union européenne. Nous allons étudier l'intégration des territoires dans l'Union européenne. C'est un thème qui nous touche tous, que ce soit au niveau économique, social ou environnemental. Pour structurer notre leçon, nous allons explorer trois grands axes. Dans une première partie, nous parlerons du marché commun, qui a facilité les échanges entre les pays européens et a renforcé les liens économiques. Dans la deuxième partie, nous discuterons de la monnaie unique européenne, l'euro. Enfin, dans la troisième partie, nous aborderons le rôle fondamental des infrastructures de transport dans l'intégration des territoires, en examinant comment elles favorisent la mobilité des personnes et des biens à travers l'Europe. Allez, c'est parti. Commençons donc avec le marché commun. Le 29 mars 1957, c'est la signature du traité de Rome qui crée le marché commun. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Le marché commun n'est pas seulement un concept économique, c'est une véritable passerelle qui relie les nations européennes. L'objectif principal est de permettre la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des travailleurs entre les États membres. Imaginez un monde où les produits de toutes sortes, des voitures aux fruits frais, peuvent voyager sans entrave d'un pays à l'autre. Cela ouvre des perspectives incroyables pour les entreprises qui peuvent ainsi toucher un marché bien plus vaste. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette libre circulation, les services peuvent également s'épanouir. Pensez aux entreprises qui peuvent offrir leurs compétences et leur expertise au-delà des frontières nationales, apportant ainsi richesse et innovation à chaque coin d'Europe. De plus, la possibilité pour les travailleurs de se déplacer librement permet à chacun de saisir de nouvelles opportunités professionnelles, de découvrir d'autres cultures. Ce système stimule la concurrence et encourage l'innovation. C'est le moteur d'une Europe unie et dynamique. Sur cette diapositive, nous avons la carte des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. La Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg. Il est également important de noter que l'Algérie est coloriée sur cette carte, car à l'époque, elle faisait partie intégrante du territoire français. L'élimination des droits de douane entre ces 6 États membres a été une décision clé pour faciliter le commerce et renforcer les échanges. Les droits de douane sont les taxes imposées par un pays sur les marchandises importées en provenance de d'autres pays. Ces taxes ont pour but de protéger les industries locales en rendant les produits étrangers plus chers. En supprimant ces barrières fiscales, le commerce entre ces nations a pu fleurir, permettant aux produits de circuler librement, ce qui a stimulé la croissance économique interne. Passons maintenant à un autre élément clé de l'intégration européenne, l'introduction de l'euro comme monnaie unique. L'euro a été officiellement introduit en 1999. Au départ, il s'agissait d'une monnaie électronique ou scripturale, ce qui signifie qu'elle a été conçue pour faciliter les transactions financières entre les banques et les entreprises. Cette innovation a permis de simplifier les échanges, rendant les opérations commerciales plus efficaces. L'une des principales raisons derrière l'adoption de l'euro était de créer une monnaie stable qui favoriserait la croissance économique et la coopération entre les États membres. En éliminant les fluctuations des taux de change entre les différentes monnaies nationales, l'euro a permis aux entreprises de planifier leurs investissements avec plus de certitude et a renforcé la confiance des consommateurs. En 2002, c'est un tournant décisif pour la monnaie européenne, car c'est le moment où les habitants de l'Union ont commencé à utiliser l'euro dans leur vie quotidienne. Imaginez un instant, des millions de personnes dans toute l'Europe passant à une nouvelle monnaie, effectuant des achats, ajustant leurs habitudes financières, alors que les anciennes monnaies nationales étaient progressivement retirées de la circulation. Pour les retirer de la circulation, par exemple, on payait en francs
et on nous rendait la monnaie en euros. Comme ça, petit à petit, les francs disparaissaient et l'euro entrait dans le quotidien des habitants. L'introduction des pièces et des billets en euros a non seulement facilité les transactions au sein de la zone euro, mais elle a également renforcé le sentiment d'appartenance à une communauté européenne unie. Quand on allait en Espagne, par exemple, c'était la même monnaie. Donc on était de la même communauté, ça se voyait concrètement. Pour la première fois, les Européens pouvaient utiliser une monnaie commune dans tous les pays de la zone euro. Examinons maintenant les principaux avantages de l'euro en tant que monnaie unique. Le premier est la stabilité monétaire, comme on l'a dit tout à l'heure. En éliminant les variations des taux de change entre les pays membres, l'euro crée un environnement plus prévisible. Le second avantage est le renforcement des échanges commerciaux. En simplifiant les transactions entre les pays de la zone euro, l'euro favorise l'intégration économique permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs activités sans se soucier des barrières monétaires. Enfin, lorsque les pays adoptent l'euro comme monnaie, ils doivent suivre certaines règles appelées les critères de convergence. Ces critères concernent des choses importantes comme le taux d'inflation ou le déficit public. L'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. Un taux d'inflation trop élevé peut rendre la vie plus chère pour les citoyens. Les critères de convergence demandent aux pays de garder leur taux d'inflation sous contrôle pour que les prix restent plus ou moins stables et abordables. Le déficit public se produit lorsque le gouvernement dépense plus d'argent qu'il n'en gagne. Les règles européennes obligent les pays à gérer leur budget de manière responsable pour éviter de trop s'endetter. Donc, en suivant ces critères de convergence, les pays sont encouragés à adopter des politiques économiques saines et durables. Cela aide non seulement chaque pays, mais aussi l'ensemble des pays de la zone euro à rester stable et solide. Actuellement, la zone euro, que vous pouvez voir en orange sur la carte, comprend 20 pays. Ces pays sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie. Je pense que je n'en ai pas oublié. Chacun de ces pays utilise l'euro comme sa monnaie officielle. Cela signifie qu'ils partagent non seulement la monnaie commune, mais aussi les politiques économiques dont on a parlé précédemment. En collaborant au sein de la zone euro, ces pays visent à renforcer leur économie et à faciliter le commerce entre eux. Abordons maintenant la troisième partie de la leçon, les transports. Ces derniers jouent un rôle crucial en tant qu'outil d'ouverture, de cohésion et de compétitivité. Les transports sont essentiels pour la circulation des biens et des personnes à travers les États membres. Pour soutenir cette circulation, l'Union européenne investit massivement dans les infrastructures de transport telles que les routes, les rails, les ports et les aéroports. Ces investissements dans les infrastructures de transport contribuent non seulement à relier les pays entre eux, mais ils favorisent également l'intégration économique et sociale permettant aux citoyens de voyager facilement et aux entreprises de commercer facilement. L'objectif principal des investissements dans les transports au sein de l'Union européenne est d'interconnecter les réseaux de transport entre les pays. Pour atteindre cet objectif, l'Union européenne a mis en place le réseau transeuropéen de transport, RTE-T, un programme de développement lancé dans les années 1990. Ce programme encourage les pays membres à améliorer leurs infrastructures de transport afin qu'elles puissent se relier facilement les unes aux autres. Pour réaliser ces objectifs d'interconnexion des transports, l'Union européenne met à disposition plusieurs types de financement. Deux des principaux fonds utilisés pour soutenir les projets de transport sont le FEDER et le MIE. Le Fonds européen de développement régional, le FEDER, a pour mission de réduire les disparités économiques et sociales entre les régions de l'Union européenne.
Il finance des projets d'infrastructure, y compris ceux liés au transport, afin d'améliorer la connectivité et de soutenir le développement régional. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, MIE, est spécifiquement conçu pour financer des projets d'infrastructures de transport, d'énergie et numérique à travers l'Europe. Le MIE cherche à promouvoir des solutions de transport durables en soutenant des initiatives innovantes. Un exemple concret des efforts de l'Union européenne pour améliorer l'interconnexion des transports est le projet Rail Baltica. Le projet Rail Baltica vise à construire une ligne de train à grande vitesse qui reliera la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Cette ligne permettra non seulement de réduire le temps de trajet entre ces pays, mais aussi de renforcer leurs échanges commerciaux et les liens sociaux au sein de cette région baltique. L'Union européenne soutient ce projet en finançant 85% de son coût via le MIE. Ce soutien financier est essentiel pour garantir la réalisation de ce projet qui autrement aurait coûté bien trop cher pour les États concernés. Un autre aspect important des transports dans l'Union européenne est l'établissement de normes communes pour les infrastructures. Cependant, il est important de noter que cette harmonisation n'est pas encore complètement réalisée. Par exemple, si on prend la largeur des rails, elle varie toujours d'un pays à l'autre. L'écartement standard des rails est de 1435 mm, ce qui est utilisé par la majorité des réseaux ferroviaires en Europe. Cela permet une certaine cohérence et facilite les déplacements à travers les pays qui appliquent cette norme. Toutefois, certaines lignes dans l'est de l'Europe, notamment vers la Russie, utilisent un écartement plus large, ce qui complique les liaisons ferroviaires avec les autres pays. Et d'autres pays, au contraire, comme l'Espagne et l'Irlande, ont certaines lignes avec un écartement étroit. Ces différences montrent qu'il reste encore du travail à faire pour parvenir à une véritable harmonisation des infrastructures de transport en Europe. Un autre élément clé des efforts de l'Union européenne dans le domaine des transports est la promotion du transport durable. Pour atteindre cet objectif, la Commission européenne a présenté le Green Deal européen en décembre 2019. Ce plan vise à rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050, ce qui est assez ambitieux. Cela signifie que l'Europe s'efforcera de réduire ses émissions à gaz à effet de serre pour atteindre un équilibre entre les émissions produites et celles éliminées. En ce qui concerne le secteur des transports, le Green Deal fixe un objectif très ambitieux, réduire les émissions de carbone du secteur d'au moins 90% d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Dans le cadre du Green Deal européen, plusieurs initiatives spécifiques sont mises en place pour transformer le secteur des transports. L'un des objectifs donc est de promouvoir le transport ferroviaire en tant qu'alternative durable au transport routier. En doublant cette part, l'Union européenne espère réduire les congestions sur les routes, diminuer les émissions de CO2 et améliorer l'efficacité des transports de marchandises et de passagers. Le Green Deal encourage également les modes de transport actifs, tels que la marche et le vélo. Cela implique le développement d'infrastructures adaptées, comme des pistes cyclables sécurisées et des espaces piétonniers, pour inciter davantage de citoyens à opter pour ces moyens de déplacement sains et écologiques. Le plan met aussi l'accent sur l'innovation dans le secteur des transports pour accélérer la transition vers des véhicules moins polluants. Cela comprend notamment le soutien à la recherche et au développement de véhicules électriques et d'autres technologies à faible émission. Pour faciliter l'adoption de véhicules électriques, le Green Deal prévoit la mise en place d'un réseau d'infrastructures de recharge à travers l'Europe. Ce réseau permettra aux conducteurs de recharger facilement leurs véhicules, réduisant ainsi l'angoisse liée à l'autonomie et encourageant de plus en plus de personnes à choisir des véhicules électriques.
Le Green Deal européen ne se limite pas seulement au transport terrestre. Il inclut également des mesures pour rendre les transports maritimes et aériens plus durables. Cela se fait par le biais de technologies innovantes. L'Union européenne encourage le développement et l'adoption de solutions pour améliorer l'efficacité énergétique des navires et des avions, réduire leur empreinte carbone et minimiser leurs impacts environnementaux. Le passage à des carburants alternatifs et propres, comme les biocarburants ou l'hydrogène, est essentiel pour réduire les émissions dans ces secteurs souvent très polluants. De plus, le Green Deal prend également en compte la nécessité de protéger la biodiversité et les écosystèmes lors de la réalisation des projets d'infrastructures de transport. Avant d'initier des projets, des études doivent être menées pour identifier les effets potentiels sur la biodiversité et les écosystèmes locaux. Lors de la conception et de la construction des infrastructures, des stratégies doivent être mises en place pour minimiser les dégâts sur l'environnement. Ça peut être la création de corridors écologiques, la préservation des habitats naturels. En intégrant ces considérations dans le développement des transports, l'Union européenne vise à créer un système de transport plus durable qui respecte à la fois l'environnement et le bien-être des générations futures. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez trouvé cette présentation enrichissante. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions ou à laisser des commentaires. Bye bye.